Bonjour à tous, c'est Gigi, et non vous ne rêvez pas, pour une fois on va parler de One Piece sur cette chaîne. Et oui, car si jamais vous n'étiez pas au courant, cette vidéo sortira le jour de la diffusion du 1000e épisode de One Piece au Japon. Pour cette occasion, j'avais tout simplement envie de marquer le coup avec une petite vidéo, un peu plus originale qu'à mon habitude, autant dans le sujet abordé donc que dans la forme. Mais avant cela, il faut que je vous précise quelque chose. J'imagine que si vous avez cliqué sur ma vidéo, c'est que vous êtes tout simplement fan de One Piece, et cela sûrement depuis des années maintenant. Ou alors tout simplement de mes vidéos, et dans ce cas-là je vous en remercie, mais ce n'est pas le sujet. Sachez par contre que dans mon cas, je n'ai plongé dans l'univers de One Piece que très récemment, et oui. A vrai dire, je crois que le plus lointain souvenir que j'ai de One Piece personnellement remonte à 2011 avec notamment l'explosion en popularité de l'œuvre grâce à l'arc Marineford notamment, mais bon, j'imagine que je ne vous apprends rien. À cette époque donc, j'étais à fond sur la licence de Naruto que je venais de découvrir du tout premier épisode jusqu'à la fin de l'arc de Pain, et tout cela en seulement 2 mois. Et disons-le clairement, mais je faisais moi aussi partie intégrante de ces fameuses personnes très cancérigènes à chérir une œuvre tout en crachant sur l'autre, sans même connaître cette dernière, hein, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. En l'occurrence, je crachais littéralement sur l'œuvre qu'est One Piece en disant que c'était moche, trop long, que les pirates c'est complètement naze, bref la classique, vous connaissez je suppose tous ces faux arguments. Le plus ironique là-dedans, c'est que quelques années auparavant, je faisais exactement la même chose avec Naruto justement. Et pourtant, Naruto fait désormais partie des 3 animés de ma vie qui m'ont le plus fait vibrer. Comme quoi, la moralité là-dedans est assez simple à comprendre. Cessez de cracher sur une œuvre sans même l'avoir consommée. Je sais pertinemment qu'il y en a encore aujourd'hui qui ont ce comportement absolument détestable, alors que certains sont des adultes en plus. C'est complètement ridicule. Bref, c'est donc assez récemment, en fin 2018 pour être exact, qu'après des années à repousser l'échéance, des amis m'ont finalement convaincu et donné envie de me lancer dans la découverte de cette œuvre une bonne fois pour toutes. J'ai donc visionné tout l'animé, entièrement, hein, pas en format Kai comme certains, et même si cela m'aura pris presque 1 an et demi au final, en comptant une assez grosse pause entre temps, je tiens à le préciser, j'étais finalement à jour avec la diffusion de l'animé en février 2020. Ainsi, et c'est là où je voulais en venir, en ayant tout vu en si peu de temps dirons-nous, j'ai bien évidemment été marqué par certaines scènes, certains moments en particulier, qui sont peut-être plus ou moins jugés importants par les fans, comme vous je suppose. Et je me suis dit que maintenant que nous sommes rendus au cap symbolique du 1000e épisode, pourquoi ne pas vous partager tout simplement mes 10 moments favoris de l'animé de One Piece depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, et vous l'aurez compris, mais je préfère le préciser au préalable tout de même, c'est un choix parfaitement subjectif, personnel, et vous avez donc parfaitement le droit d'être en désaccord ou de penser différemment. Ainsi, je vous invite à me partager vos différents avis, et pourquoi pas même vos moments favoris de l'œuvre, dans l'espace commentaire, dans le respect de chacun bien entendu. De plus, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà bien l'œuvre qu'est One Piece. Je ne vais donc pas me lancer dans de grandes analyses très complexes, tout simplement car certains le font bien mieux que moi, et surtout car ce n'est pas le but ici. Je veux simplement vous évoquer pourquoi ces passages en particulier m'ont marqué. Alors j'imagine que certains de mes choix vont sans doute vous surprendre, mais gardez bien en tête que je n'ai pas forcément le même recul sur l'œuvre que beaucoup d'autres, grâce ou à cause de mon visionnage assez tardif. Ceci étant dit, ne perdons pas plus de temps. À la 10e place, j'ai décidé d'y placer une scène que je trouve très forte et qui est d'ailleurs adulée par beaucoup, à savoir le sacrifice de Zoro face à Kuma. Personnellement, je me souviens qu'une fois rendu à la fin de l'arc Thriller Bark, je trouvais l'arc un peu longué pour pas grand chose, bien que je l'appréciais véritablement, attention. Malgré tout, j'étais donc plutôt satisfait qu'il soit enfin terminé afin de pouvoir passer à autre chose et pouvoir découvrir la suite. Et c'est à ce moment précis où Kuma débarque sur l'île et sa mise en scène est juste géniale. On nous montre très rapidement que c'est un monstre, il peut parer toutes les attaques, il peut se téléporter et il peut en plus vous faire disparaître d'un seul coup, en plus d'être impassible et très menaçant. Bref, déjà il met clairement la pression, mais pire encore, il reçoit pour nouvelle mission d'anéantir les Mugiwara. Zoro propose alors sa vie en échange de celle de son capitaine, en acceptant ainsi de prendre pour lui toute la douleur, la fatigue, mais aussi la responsabilité de Luffy. Un acte très brave, suicidaire même, mais servant surtout à montrer les valeurs du bras droit du capitaine, prêt à tout, même à y laisser sa vie afin de sauver ce dernier. Et même si certes on pourrait se dire qu'après tout cela, le fait que Zoro tienne encore debout soit assez tiré par les cheveux, mais cette scène est tellement badass et le propos est si beau au final qu'on ne peut qu'être impressionné par une telle bravoure chez le personnage, et on n'en retire donc que du positif. À la 9e position, on va parler de l'arc des hommes poissons, et plus précisément de sa fin encore une fois, avec notamment la scène durant laquelle Jinbei fait don de son sang à Luffy. Alors autant le préciser d'entrée de jeu, mais au risque de vous surprendre, j'adore cet arc, et je le trouve très injustement critiqué. Je veux dire, les thématiques du racisme, de l'esclavage, du pardon, ainsi que de l'harmonie entre les différents peuples, sachant qu'en plus tout cela fait écho au très célèbre arc d'Arlong Park datant du tout début de l'œuvre. Personnellement, c'est un arc qui m'a énormément plu, et ce, malgré son climax qui est bien malheureusement très pauvre, ça je veux bien l'admettre.
Hormis cela, il faut savoir que Jinbei est mon personnage préféré de l'œuvre. Alors, ça prendrait bien trop de temps de vous expliquer pourquoi, et surtout je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais le fait que ce soit encore lui qui intervient une énième fois déjà afin de sauver Luffy en proposant de faire don de son sang, et donc de par ce geste de pouvoir enterrer la hache de guerre entre homme-poisson et humain, c'était tout simplement la résolution parfaite selon moi. Cette scène est très forte je trouve, déjà de par sa symbolique, mais aussi car elle souligne l'importance de Jinbei dans l'œuvre à tous les niveaux. Bref, je vous en supplie, allez redonner une chance à cet arc pour tous ces merveilleux messages, il en vaut vraiment la peine. En 8ème position, j'ai décidé d'y placer l'histoire de Chopper. Il faut savoir qu'avant l'apparition de Jinbei, Chopper était clairement mon favori de l'équipage. J'adore l'idée du personnage, cette manie qu'il a d'être naïf, ainsi que son côté tsundere mal assumé, mais surtout ce qu'il représente, à savoir le fait d'être différent. Je ne vais pas vous mentir, son flashback est le premier de l'œuvre qui a vraiment failli me faire lâcher une larme. Cette idée d'être mal vu par les autres, d'être considéré comme un monstre à cause de ses différences, mais de finalement tomber sur des personnes qui se moquent de ces mêmes différences et qui au contraire les acceptent et les embrassent. C'est quelque chose qui me parle beaucoup à titre personnel, je dois bien l'avouer. Pourtant, je ne suis pas spécialement fan de l'arc de Drum dans son ensemble, et encore moins de Wapol, je dois bien l'avouer. Mais voilà, toute la relation entre Chopper et ses parents adoptifs, tout ce propos sur le rejet, la crainte puis l'acceptation, je trouve ça vraiment très beau et le tout avec une ambiance très chaleureuse digne de Noël pour couronner le tout. À la 7ème place, on retrouve à nouveau des animaux puisque l'on va parler des révélations durant l'arc Zo. Je pense que vous savez de quelle scène je parle, à savoir celle de la révélation faite par Inuarashi et Nekomamushi envers Kinemon concernant la présence de Raizo. Cette scène est tout bonnement fantastique. Pourquoi ? Tout simplement car on a clairement vu tout ce que le peuple Minx a subi de la part de Jack, toute cette espèce de guerre au sein de leur royaume. Et même si au début on sait pertinemment qu'ils gardent le secret volontairement, ou en tout cas on s'en doute fortement, mais après tout ce qu'ils ont subi, on en arrive quand même à réellement croire que Raizo n'est pas sur l'île, malgré la conviction presque suspecte de Jack. Si bien que lorsque Kinemon finit par arriver au village des Minx, on ne se doute pas de leur lien, et encore moins de leur loyauté. C'est tout simplement dingue de se dire qu'après tout cela, après tous ces sacrifices qu'ils ont encaissés, y compris leur propre corps, on arrive à un point où finalement on est persuadé qu'ils ont dit la vérité. Et pourtant non, ils ont tout sacrifié, hormis leur loyauté. À ce moment-là, on refuse de croire qu'ils aient pu subir tout cela volontairement, et pourtant les faits sont bien là. Et lorsqu'une telle révélation arrive, on ne peut qu'être tout autant déboussolé que les héros, tellement c'est une preuve incroyable de bravoure, de bonté et de loyauté encore une fois. En 6ème position, nous retrouvons une chanson. Il faut savoir que j'adore l'arc Whole Cake, c'est sans doute mon préféré depuis l'ellipse d'ailleurs et de loin. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie grandement dans cet arc, déjà car c'est le premier centré sur un empereur, alors forcément ça joue. Il y a également un très bon développement pour le personnage de Sanji que je déteste pourtant habituellement, de très bons nouveaux personnages comme Katakuri entre autres, mais surtout une ambiance très atypique grâce à la présence de Big Mom notamment. Et pour être honnête, vu que j'hésitais entre plusieurs passages à mettre en avant dans cet arc, je me suis dit qu'au final, la chanson d'introduction musicale de l'arrivée à Totoland par Big Mom était le meilleur choix pour cela, tellement elle représente à merveille l'ambiance de cet arc selon moi. C'est très coloré, presque mignon même, et à la fois très glauque justement, afin de représenter la personnalité très tourmentée de Big Mom. Bref, ça fonctionne super bien, et personnellement j'adore ce genre d'ambiance, tout simplement. En milieu de classement, j'ai décidé d'y inclure un épisode tout entier, à savoir celui de la révélation de la trahison de Kanjuro, qui selon moi est excellent pour plusieurs raisons. Mais avant de rentrer plus en détail sur ce dernier, il faut savoir que je suis personnellement un grand fan de catch depuis de nombreuses années maintenant. Et dans le monde du catch, lorsqu'un personnage passe de gentil à méchant, on dit que le catcheur effectue alors un heel turn. Et dans le cas contraire, c'est ce que l'on appelle un face turn. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai toujours adoré voir des heel turns dans des animés. Car ce sont des scènes qui se veulent surprenantes, impactantes et surtout importantes pour l'histoire, sauf exception bien sûr. Alors forcément, devant celui de Kanjuro, qui aura pourtant été teasé de manière si subtile et cela pendant des années, je peux vous assurer qu'une telle maîtrise, c'est juste admirable. Et que l'on aime ou pas le personnage n'est pas la question, mais son heel turn en revanche est plus que parfait, vous pouvez me croire. Et si seulement il n'y avait que ça? Mais non, car il y a tout un contexte qui accompagne ce dernier, et qui rend cette révélation encore plus impactante justement. Et oui, car à ce moment-là, on ressort à peine du flashback d'Oden, et donc la symbolique est encore plus forte. Et encore en plus de cela, vous ajoutez le retour tant attendu de Luffy, accompagné par Kid et Law en prime. Bref, je pense que vous avez compris. Mais toute cette hype, cette adrénaline, tout cela concentré en un seul épisode fait que celui-ci est très clairement l'un de mes favoris de l'œuvre en termes de contenu pur, et de très très loin. Avant-dernière place, avant d'entamer le trio final, ici on va aborder la confrontation entre Luffy et Usopp lors de l'arc Water 7. Je ne vais pas vous mentir, ce double épisode était assez déchirant.
D'un côté, nous avons Usopp qui représente le déni, ne voulant pas se résoudre à abandonner le Merry qu'il considère comme une partie de l'équipage à part entière. Et de l'autre, Luffy qui représente justement le capitaine de ce même équipage, ainsi que la lourde responsabilité dont il doit faire preuve. C'est une bataille de morale, de conviction, chacun ayant ses raisons. Luffy a beau respecter les idéaux d'Usopp, il ne peut pas non plus se permettre de céder à son caprice, de repartir avec le Merry, tout simplement car cela signifierait leur fin à tous. Ainsi, il n'affronte pas Usopp pour le ramener, mais simplement pour lui faire comprendre la dure réalité, et qu'il faut l'accepter malgré tout. Quand on y pense, tout ce drama, toute cette tension, toutes ces larmes, tout ça pour un simple bateau? Certains, dont moi-même à une certaine époque, vous diront que c'est complètement con, alors que c'est justement ça le plus beau au final. Afin d'ouvrir le bal du trio de fin, et donc en troisième position, j'ai décidé d'y placer le flashback de Kylos. Et oui, ça va sûrement en surprendre plus d'un, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai adoré l'histoire de ce personnage. Il faut savoir que pendant plusieurs années avant de finalement me lancer dans l'aventure qu'est One Piece, j'entendais déjà beaucoup parler de l'arc de Dressrosa, car c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les deux amis qui m'ont finalement transmis leur passion et m'ont donc donné l'envie de sauter le pas. J'avais donc véritablement hâte d'arriver à ce fameux arc pour toute la symbolique qu'il représentait ainsi pour moi vis-à-vis d'eux, et d'autant plus sachant que l'arc contient mon opening préféré de l'œuvre à ce jour, à savoir le 18ème Hard Knock Days. Cependant, je dois bien avouer que je ne m'attendais absolument pas à découvrir une histoire aussi tragique que celle de Kylos. Lui qui était un guerrier légendaire, adulé de tous, qui est parti de rien et qui a finalement tout gagné, au point même de réussir à fonder une famille. Une vision de rêve qui tournera au cauchemar à cause d'une autre famille, celle de Doflamingo. L'épisode numéro 676 en particulier représente vraiment selon moi à quel point son histoire est vraiment devenue horrible. Sugar le transformant ainsi en jouet, il ne peut donc plus se battre, mais pire encore, tous ceux qui l'aimaient l'ont soudainement oublié. Kylos a donc dû vivre avec ce fardeau pendant des années, dans l'ombre d'un jouet, littéralement. Mais ce qui m'a vraiment touché dans cette histoire, c'est surtout la scène durant laquelle Scarlett meurt dans ses petits bras articulés. Rendez-vous compte, c'est la seule personne qui l'a chéri, elle lui a ouvert les portes d'une vie meilleure à tous les niveaux, et cette même personne meurt dans ses bras alors qu'il est complètement impuissant, et pire encore, elle ne se souvient même pas de lui, aux derniers instants de sa vie. Comme il le dit si bien, il vit un véritable enfer. La mise en scène de ce passage est formidable, en particulier avec ce détail de la pluie qui tombe. C'est un jouet, il ne peut donc pas pleurer, mais pourtant des larmes coulent. Pour être totalement honnête avec vous, à ce moment-là je ne savais pas comment l'arc allait se finir. Cependant je me doutais bien évidemment que Kylos allait retrouver sa fille Rebecca un jour ou l'autre, et j'avais donc particulièrement hâte d'arriver à la fin de cet arc. Non pas parce que ce dernier m'ennuyait, bien au contraire, mais simplement car je voulais, surtout après une telle scène, voir la résolution de l'arc qui correspondrait certainement aux retrouvailles entre ces deux-là. Bref, c'est sans doute pour moi l'une des histoires les plus tragiques et à la fois l'une des plus belles de l'œuvre, et certainement ma préférée à ce jour. À l'avant-dernière place de ce classement, direction Marineford. Ah, Marineford, un arc qui aura changé beaucoup de choses concernant l'œuvre en général, mais qui aura aussi et surtout marqué énormément de fans, et à juste titre. Cependant, j'ai l'impression que pour beaucoup, leur passage préféré de l'arc en question serait soit la mort de Ace, soit l'arrivée de Shanks mettant un terme à la guerre, ou encore la confirmation de l'existence du One Piece par Barbe Blanche. Alors attention, je ne prétends en aucun cas que ces derniers ne sont pas compréhensibles, bien au contraire même. Mais pour ma part, il était impensable de ne pas inclure l'arrivée de Barbe Noire dans cet arc, et surtout son assaut face à Barbe Blanche. Je dois bien vous avouer que pour le coup, autant j'étais déjà au courant concernant la mort de Ace ainsi que l'arrivée de Shanks, autant je ne m'attendais absolument pas à ça. Déjà que l'équipage de Barbe Noire s'acharne à ce point sur Barbe Blanche afin de le finir, c'est une chose, mais je me demandais surtout pourquoi. Pourquoi tenait-il tant à ce que ce dernier meure? Jusqu'au tout dernier moment, je ne comprenais pas. Et c'est alors que l'on arrive à cette fameuse et légendaire scène du rideau. Là non plus je ne comprenais pas, et encore moins lorsque ce dernier fut retiré afin d'y dévoiler un Barbe Noire tout aussi identique visuellement. Enfin, c'est ce que je pensais à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il reprenne la pose iconique de celui qu'il venait d'abattre. Et là j'ai eu comme un flash, j'avais exactement la même réaction que Marco face à cette image. Là on comprend, là on réalise l'ampleur du twist qui se déroule sous nos yeux, et malgré ça on refuse d'y croire. Comment? Pourquoi? Cette scène m'a complètement scotché. C'est un véritable plot twist qui permet non seulement d'épaissir le mystère autour du personnage qui est Barbe Noire, tout en marquant ainsi le début d'une nouvelle ère. Au final, c'est l'action même de la piraterie par excellence, et la plus basique qui soit quand on y réfléchit bien, et c'est pourtant bien la plus impactante ici. Et enfin, nous arrivons à la dernière place de ce classement, avec ce qui est donc pour moi, je le rappelle, non pas une scène en particulier, mais bien ici tout un arc dans son ensemble, je parle bien évidemment de l'arc Sabaody. Il y a tellement de choses à en dire, mais avant cela, encore une fois, je dois me confesser. Car oui, il est vrai que je m'étais spoil pas mal de choses concernant l'œuvre avant de la commencer, ce qui a certainement influencé pas mal mon classement à vrai dire, mais bon, ça n'est pas bien grave. Et pourtant, croyez-le ou non, mais je ne savais absolument rien à propos de cet arc en particulier, et fort heureusement d'ailleurs. Et bien sûr, j'étais très loin de me douter que je prendrais autant de plaisir sur ce dernier, qui est d'ailleurs devenu mon arc préféré de l'œuvre jusqu'ici pour tout vous dire. Un arc court, mais tellement intense pour tout ce qu'il s'y passe.
A vrai dire, je l'ai carrément vu d'une traite en une soirée chez mon ami Moketo, que vous pouvez retrouver sur ses différentes chaînes évidemment. C'est un vrai spécialiste de One Piece, lui, contrairement à moi, hein, je tiens à le repréciser, et c'est aussi en grande partie grâce à lui que je m'y suis mis, donc voilà, c'est la moindre des choses. Si jamais ça vous intéresse, les liens seront bien évidemment en description, et merci à toi Moquette. Ceci étant dit, penchons-nous un peu plus sur cet arc et son contenu justement. L'introduction des supernovas, l'apparition des dragons célestes qui sont au-dessus de tout dans cet univers, et bordel que j'adore cette idée afin de les rendre détestables au possible. On peut également citer le moment où Zoro a failli s'attaquer à l'un d'entre eux, j'ai rarement autant hurlé de rire tellement c'était insensé de sa part. Ou encore Luffy qui, à bout de leur comportement exécrable, finira par leur mettre un énorme pain dans la gueule avec une animation absolument craquée. Ce passage est tellement satisfaisant. Mais je ne vous cache pas que c'est surtout l'après-coup qui m'a complètement choqué. Pour être totalement franc, et vu que nous sommes dans un shonen, je pensais très sincèrement qu'ils allaient réussir à s'enfuir après ça, qu'ils allaient réussir à s'en tirer tout simplement. Et c'est justement là tout le génie de l'auteur selon moi, d'avoir pris ça complètement à contre-courant et de l'avoir fait de la manière la plus brutale possible. Les Mugiwara sont juste complètement impuissants face à Kuma, qui les décime les uns après les autres. On assiste ainsi à toute leur détresse, leur impuissance, leur agonie, à leur échec tout simplement. Je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit que Kuma arriverait certainement à en éjecter un ou deux au pire. Mais non, absolument pas, ils y sont tous passés, et c'est justement ça qui est génial selon moi. Car on ne sait même pas ce qu'ils deviennent après ça, et avec cette fantastique mise en scène du détail des bulles qui éclatent à chaque fois, pour moi la métaphore était claire, une bulle qui éclate, c'est une vie qui s'achève, représentant ainsi à quel point cette dernière peut être fragile. Bref, c'est un twist absolument incroyable et très osé de la part d'Oda, et d'autant plus à ce moment-là de l'histoire. Je veux dire, à quel moment tu infliges ce genre de traitement à tes héros après plus de 40 tomes ? C'est une sensation que je trouve absolument magnifique, entre surprise et bouleversement, et ça m'a d'ailleurs rappelé mes meilleures sensations de l'époque où je découvrais Naruto Shippuden, ou encore la saison 3 de Yu-Gi-Oh! GX, qui possède d'ailleurs une scène étrangement très similaire, ce qui explique certainement d'autant plus pourquoi et à quel point j'aime cette longue scène. Mais quand on y pense, quoi de plus logique au final? Après tout, j'ai commencé ce classement avec Kuma, il était donc plutôt normal de le finir avec ce dernier encore une fois. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je tiens à le rappeler, mais c'était une petite vidéo exceptionnelle pour une occasion exceptionnelle justement. Ça me tenait à cœur et j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos choix pour votre top personnel dans l'espace commentaire bien entendu. Nous sommes ici pour célébrer le 1000e épisode de l'anime après tout, alors c'est aussi l'occasion ou jamais de partager vos anecdotes sur le sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, et en attendant portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.